Rebonjour tout le monde et bienvenue à cette séance intitulée Data Fiction au-delà du réel. Mon nom est Gabriel Tremblay-Godette. Je suis actuellement chercheur sans domicile fixe, mais je représente le collectif Obel, une initiative de recherche-création dont vous pouvez voir certains des travaux dans la salle d'exposition plus bas. Vous pourrez poser des questions à Vincent Clich, qui en est un des membres, si vous avez des questions sur les œuvres. Maintenant que vous savez je suis qui, je vais vous présenter les personnes qui vont nous offrir les communications, en commençant par Anaïs Guillet, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Elle est rattachée au laboratoire de recherche LCETI. Elle est membre associée du laboratoire Figura à l'UQAM et partenaire de LQM. Spécialisée dans les humanités numériques, ses recherches portent sur les esthétiques et poétiques numériques et transmédiatiques, sur la place du livre dans la culture contemporaine, ainsi que sur les représentations du corps en contexte numérique. Donc, Anaïs, je te cède la parole. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ma communication que je présente aujourd'hui, c'est une réflexion en cours sur la confrontation des théories de la fiction aux œuvres numériques, aux œuvres de littérature numérique. Et elle est initiée par la conférence de Serge Bouchardon, qui a été proposée lors du colloque Fiction et données organisé à Lyon en mars 2023. Serge, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est au courant que je parle de lui, il présentait des smart fictions comme, on choisit également d'ailleurs de les nommer Manon Picard dans sa thèse et Emmanuel Lesquet dans son article Notifiction, lecture intime, temporelle et immersive, lesquels jouent selon eux à brouiller les frontières avec la fiction. Donc ce brouillage réel-fiction, qui fait d'ailleurs partie intégrante des discours de lecteurs qui accompagnent ce type d'œuvre-là, smart fiction, qui accompagnent ces œuvres. Pardon, je me suis perdue, excusez-moi, je recommence. Ce brouillage réel fiction fait par ailleurs partie intégrante des discours de lecteurs qui vont accompagner ces smart fictions, et ce alors que des théoriciens de la fiction se seront largement attachés à déconstruire la possibilité pragmatique d'un tel brouillage, et c'est le cas notamment de Françoise Lavocat qui, dans Faits et Fiction, cherche à montrer l'existence et la nécessité cognitive, conceptuelle et politique des frontières de la fiction dans tous les arts de la fiction. Donc si le numérique ne change pas le statut ontologique de la fiction, force est de constater que les auteurs et autrices de ces applications s'évertuent à jouer avec ces frontières, au point que le pacte fictionnel en tant que feintise ludique partagée, là je prends la définition canonique de Schaeffer, se voit parfois plus difficilement partagé. Et donc cette communication, elle se construit comme un dialogue avec les propositions de Bouchardon, Picard et Lesquet, une tentative en fait de mettre à jour ce qui m'a interpellée à leur lecture. Et il m'a semblé que les modalités de ce brouillage méritaient d'être précisées, et ce d'autant plus qu'il y a selon moi une dimension résolument idéologique dans la feintise de ce brouillage. Et ce à l'heure des fake news, des contre-vérités, du storytelling généralisé que les réseaux numériques répandent. Il semblerait que nous devions interroger à nouveau frais, non pas tant le statut ontologique de la fiction, que les discours portés sur elle. Donc, je vous présente le plan, voilà. Donc pour mieux comprendre les modalités de ce présumé brouillage, je vais vous présenter rapidement deux de ces smart fictions qui sont analysées également par les trois chercheurs et chercheuses que je viens de citer. J'aimerais aussi ajouter que si j'ai choisi pour aujourd'hui de me focaliser sur ces smart fictions, il me semble que la question de ce brouillage des frontières fictionnelles en contexte numérique aurait pu tout aussi bien s'appliquer à des œuvres se déployant sur les réseaux sociaux, comme celles proposant des profils de fiction, ceux des nouvelles de la colonie, ou Rachel Charlus de Jean-Pierre Balve, ou le profil du général Instinct. Mais la question est posée comme différemment, donc je pense que ce serait comme un deuxième volet qui répondrait à ces œuvres que je vous propose aujourd'hui. Donc ces deux œuvres, c'est Enterre-moi mon amour, qui est une application numérique qui nous fait dialoguer sur un chat avec Nour, une jeune Syrienne émigrant vers l'Europe. Et donc la lectrice incarne le personnage de Madj, qui est le compagnon de Nour, qui est resté à Homs. Et puis Nour sera conduite à recevoir, enfin la lectrice plutôt sera conduite à recevoir en pseudo-temps réel et pendant plusieurs jours des notifications en provenance de Nour, l'informant de son périple, que l'on peut suivre via une carte, l'informant aussi de ses difficultés.
Et donc l'histoire de Nour et de Madj est inspirée d'un article de Lucie Soulier, publié sur le site du monde.fr, le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp, hein, et qui reproduisait déjà l'esthétique du chat et racontait le voyage de Dash et Kolio, cette fois-ci, quittant en 2015 la Syrie en direction de la mer. La deuxième œuvre sur laquelle je vais reposer, c'est la Lifeline. Elle repose elle aussi donc sur un chat et une série de choix à opérer de la part de la lectrice, interlocutrice. Donc comme dans Enterre-moi mon amour, la lectrice doit choisir parmi des propositions de réponses qui sont préconstruites. Il s'agit de dialoguer avec Taylor, qui est le seul survivant d'un atterrissage en catastrophe sur une planète extraterrestre, et de l'accompagner pour qu'il survive. Et donc cette fois, la lectrice ne joue pas un personnage prédéfini, mais son propre rôle d'interlocutrice. Ces deux applications ont la particularité de reposer donc sur un chat qui est interne à l'application, qui simule ceux de Messenger, WhatsApp ou Messages, avec lesquels nous interagissions quasi quotidiennement. Le chat se distingue néanmoins esthétiquement des interfaces habituelles, si bien qu'on ne peut pas spécialement les confondre. Alors, au sujet de la critique du brouillage des frontières de la fiction, qui m'intéresse donc, l'usage dans un contexte fictionnel des notifications, c'est ce qui est le plus intéressant. Et ce que nos trois chercheurs appellent les notifictions. Je reprends ici donc la définition de Manon Picard. La notifiction fait événement dans la smart fiction pour m'informer de l'actualisation de l'histoire que j'ai préalablement téléchargée et que je suis. Elle l'oppose alors à la notification qui fait événement dans mon smartphone pour actualiser les données informationnelles et communicationnelles rattachées à mon environnement numérique personnel. Donc Picard ici distingue bien deux types de notifications selon qu'elles sont liées à l'environnement numérique personnel, donc référentiel, les notifications, ou qu'elles sont liées à la fiction, les notifictions. Mais les notifications et notifictions sur l'interface du smartphone se superposent. Comme vous pouvez le voir ici dans les captures de l'écran de mon téléphone, et dans ces captures-là, vous voyez que le récit de Taylor de Lifeline apparaît au moment où je lis un article sur Mediapart sur un sujet qui a rien spécialement extraterrestre. Et donc cette superposition du réel du lecteur et de la fiction, elle va se jouer aussi sur la concomitance entre le temps du lecteur et le temps diégétique. Et là, je vais citer Emmanuel Lesquet. Comme dans des échanges réels avec des personnes en dehors de la fiction, l'émettrice est dépendante du temps de lecture et de réponse de l'autre. Prolongeant cette mimétique, les notifications se superposent à notre vie quotidienne. Exemple en est donné avec Nour dans Enterre-moi mon amour. Quelle que soit l'heure, Nour poursuit son trajet et les messages sont reçus, quoi que la réceptrice soit en train de faire. De ce fait, un brouillage entre réel et fiction serait opéré. Or, j'aimerais démontrer que de brouillage, il n'y a point, mais simulation de brouillage plutôt. En effet, ce que la notifiction crée, c'est un îlot fictionnel, pour reprendre le vocabulaire de John Searle, dans un contexte référentiel, celui de l'environnement numérique de notre téléphone portable, là où la fiction romanesque nous avait plutôt habitués à l'inverse, l'apparition d'îlots référentiels dans la fiction. Donc vous le savez sûrement, les théoriciens de la fiction s'opposent entre les intégrationnistes et ségrégationnistes. Ils s'opposent sur le statut, par exemple, de Napoléon dans Guerre et Paix ou de Paris dans le Père Goriot. Ces références demeurent-elles au sein de la fiction des références réelles ou au contraire se trouvent-elles fictionnalisées ? Et donc, si j'adapte ce questionnement à mes objets, est-ce que les messages de Taylor ou Nour sont référentialisés du fait d'être intégrés à mon environnement numérique personnel ? Il s'agit pour résoudre leur statut de bien définir ce qu'est la fiction. Et la définition canonique de Schaeffer comme feintise ludique partagée, elle me semble toujours la plus efficace actuellement. La fonction de la feintise ludique est de créer un univers imaginaire et d'amener le récepteur à s'immerger dans cet univers. Elle n'est pas de l'induire à croire que cet univers imaginaire est l'univers réel. Ainsi, la règle constituante fondamentale de toute fiction, c'est l'instauration d'un cadre pragmatique approprié à l'immersion fictionnelle.
Et donc souvent, c'est le paratexte qui va se charger d'annoncer ce pacte fictionnel, ou le cadre physique, le théâtre, la salle de ciné, le casque de réalité virtuelle. Or, il est vrai que les notifictions, en tant qu'îlots fictionnels, elles apparaissent dans un espace médiatique qui n'est pas a priori dédié à la fiction. Il s'agit donc de nous demander comment, dans ce cadre, l'utilisateur de smartphone est en capacité de distinguer la nature fictionnelle ou référentielle des énoncés ainsi produits. On notera néanmoins qu'aucun média n'est purement dédié à la fiction ou au discours référentiel. Il existe un cinéma documentaire, vous savez, comme il existe des romans autobiographiques. Donc à charge, pour les smart fictions, d'inventer les signes de la fictionnalité qui seraient propres à leurs médias, de créer leur propre cadre pragmatique. Dans Lifeline, la thématique, elle est très liée au genre de la science-fiction et elle fonde donc l'horizon d'attente fictionnelle du récit. Le genre, il est relayé thématiquement par les contenus abordés par les notifictions. Il s'agit de se déplacer sur une lune et parvenir à réparer un vaisseau, notamment. Et donc, à moins que vous soyez en contact avec Thomas Pesquet ou David Saint-Jacques en permanence, moi, j'aimerais bien là, mais il n'y a pas de risque de confusion. Vous êtes bien dans un récit de science-fiction. Dans un cadre fictionnel, le lecteur ne s'interroge pas sur la vérité du discours qu'il lit. C'est le pacte fictionnel qui le conduit à oublier cette question. En somme, le lecteur de fiction sait que ce qu'il lit est fictionnel. C'est la condition même de sa lecture. Ainsi, je peux qu'avoir conscience du statut fictionnel, ce personnage qui est quand même crétin, à l'humour improbable. Je sais pas vous, mais moi, si j'étais perdue sur une exoplanète, je parlerais pas de Flamby. Bon, voilà. C'est ça, la magie de la suspension d'incrédulité. Quant à Enterre-moi mon amour, tiré de l'histoire d'une réfugiée syrienne, tout le cadre pragmatique porte à souligner le statut fictionnel du récit. Et ce, quand bien même la Syrie est référentielle. D'un point de vue médiatique, les concepteurs ont choisi l'esthétique du dessin, utilisée dans l'application pour toutes les représentations d'origine photographique. Et c'est pas un hasard si l'histoire débute par un selfie dessiné de Moore. Le dessin souligne le statut représentationnel des images, comme il construit justement le pacte de lecture fictionnelle du récit, malgré sa dimension réaliste. Ce qui incite à penser que les effets de réel que produit le dispositif du chat ou la carte du trajet de Nour, comme le fait que le récit soit tiré d'une histoire vraie, ne sont à considérer, avec Genette, que comme une caution réaliste donnée au récit afin de le rendre vraisemblable. Donc, au-delà de l'aspect purement discursif, j'aimerais m'arrêter sur une des particularités de ces smart fictions à laquelle se sont le plus intéressés les chercheurs et les chercheuses, la quasi-synchronicité du temps diégétique et du temps du lecteur. Selon Serge Bouchardon, ces fictions introduisent le temps réel du lecteur dans le cadre fictionnel. L'heure du smartphone et le temps qui s'écoule sont des données qui sont fictionnalisées. Et plus loin d'ajouter, les fictions reposant sur des notifications vont ainsi assez loin dans la perturbation du temps de l'utilisateur, mais dans le même temps réintroduisent le temps réel de celui-ci dans le cadre fictionnel. Donc nos deux œuvres, elles mettent en effet en scène le temps de la communication, celui du dialogue par chat dans le cadre duquel on peut attendre plusieurs heures les réponses de Taylor, par exemple, parti en exploration, ou de Nour qui est en transit. Mais comme l'exprime le terme pseudo-temps réel, utilisé dans la présentation sur le site d'Arte d'Enterre-moi mon amour, ou même les guillemets que Serge utilise dans sa seconde citation, se révèle un écart avec le réel dans lequel justement s'engouffre la fiction. Contrairement à Serge, je ne pense pas que le temps du lecteur qui s'écoule devient une donnée fictionnalisée. Je ne crois pas que ce fait soit un facteur d'immersion. Par contre, je pense que se joue dans ces apps la feintise ludique d'une temporalité commune. Autrement dit, le temps réel du lecteur n'est pas fictionnalisé, c'est la fiction qui feint le temps réel. Nous ne sommes pas en quasi-temps réel dans le sens où l'attente des messages selon une durée réaliste serait vectrice de fiction, mais nous sommes en quasi-temps réel dans le sens où l'appli de fiction, elle feint de nous faire vivre une histoire en temps réel. L'immersion dans l'œuvre n'est donc ni due à une concomitance temporelle, ni à un brouillage des frontières entre le réel et la fiction, mais au procédé bien connu de la feintise ludique partagée, telle qu'elle repose donc, comme d'habitude, sur un pacte de lecture et la très classique suspension d'incrédulité. Elle repose par ailleurs aussi assez classiquement sur un processus d'identification.
qui, dans les applications, procède néanmoins d'un déplacement. Il ne s'agit pas d'une identification au personnage principal, mais au statut de narrateur fictionnel. Les deux applications prétendent en effet restituer le dialogue d'un premier narrateur, alors Taylor ou Noor, et d'un second, Madge, dans le cadre d'Enterre-moi mon amour, ou la narrateur que nous jouons, interprétons par nos interactions assez minimalistes dans Lifeline, interaction minimaliste, puisque nous n'émettons qu'un dialogue préconstruit par une entité narrative démiurgique qui met, sinon les mots dans notre bouche, les mots au bout de nos doigts, sur l'interface du chat. Donc dans Enterre-moi, le statut fictionnel de Madge, il est aussi évident que celui de Noor, mais dans Lifeline, la narrateur n'est pas tant la lectrice qu'une projection fictionnelle que je dois performer, un jeu fictionnel personnage-joueur, comme le qualifie Manon Picard. Je la cite. En incarnant ce jeu fictionnel, le lecteur incarne le même rôle que celui d'un acteur de théâtre lorsqu'il interprète un personnage. Il donne un corps et une voix au personnage qu'il incarne. Il le montre. De la même manière que les sciences du jeu vidéo emploient la formule de coquille vide pour caractériser les fonctions de l'avatar. Ainsi, lorsque l'acteur se met au service du texte pour montrer le personnage dans un jeu d'interprétation, il synchronise son temps dans celui de cet autre de fiction. Pour le lecteur de Smart Fiction, le constat est le même. La présence du lecteur comble l'absence du jeu fictionnel en attente de jouabilité et de présence vide à incarner. Toutefois, comme le remarque Picard, cette synchronisation du temps, elle est également un leurre dans la mesure où, avant tout, ma présence montre une actualisation d'un discours qui est déjà écrit dans un présent de gestes et de lecture. Cette simulation d'une coprésence passe entre autres dans Enterre-moi mon amour par l'usage des petits points de suspension là qui sont dans la communication numérique le signe que la personne avec laquelle on dialogue est en train d'écrire. Donc cette concomitance, elle est donc ludiquement feinte, fictionnalisée, c'est-à-dire fictionnalisée. Dernière étape de ce débrouillage du brouillage, le recours à la figure de la métalepse, convoquée par Picard comme par Bouchardon. Genette a décrit le principe de la métalepse dans le champ littéraire avant de l'étendre au cinéma, et comme c'est vraiment la définition canonique, toute intrusion du narrateur ou du narrateur extra-diégétique dans l'univers diégétique, ou de personnages diégétiques dans un univers métadiégétique, etc. Ou inversement. Par ces intrusions, la métalepse remet ici en question la frontière mouvante, mais sacrée entre deux mondes, celui où l'on raconte et celui que l'on raconte. Et donc par cette figure, la suspension volontaire d'incrédulité, propre au pacte de lecture fictionnelle, va laisser place à une simulation ludique de crédulité, là je cite Genette, donc simulation ludique de crédulité. La métalepse narrative repose ainsi sur un sentiment de transgression et non une transgression effective des frontières entre fiction et réalité. Cependant, cette définition, elle a été ensuite complétée pour considérer qu'il y a aussi métalepse lorsque le passage d'un monde à l'autre se trouve de quelque manière masqué ou subverti. Dès lors, les mondes concernés peuvent tout aussi bien être du même niveau narratif ou concerner le niveau extratextuel sur lequel se situe le lecteur. Et donc c'est ainsi que des chercheurs comme Bouchardon ou Dick Rosta ont pu identifier des formes de métalepse inédites dans les récits interactifs. Je ne sais plus, doit être là. Oui, voilà. Pour Dick Rosta, les interfaces offrent désormais aux joueurs la possibilité d'interagir avec l'histoire, de faire irruption dans le contexte de production de la narration. En troquant cycliquement sa position de lecteur, il peut endosser soit celle réservée jusque-là au narrateur, soit celle d'un personnage. En effet, quand le lecteur est représenté par un avatar, il peut descendre en personne, c'est ce que disait Picard il y a quelques instants, le rôle offert au sein du monde fictionnel, et voilà, le corpus le montre bien. Quand Bouchardon, lui, il propose le terme de métalepse dispositive pour décrire la manière dont la fiction, elle s'étend dans les récits interactifs, quand, par exemple, sont convoqués des éléments extratextuels pour interagir avec les personnages diégétiques, ou quand sont utilisés des SMS, des notifications pour déclencher la suite du récit. Toutefois, comme le note Sébastien Alain dans son analyse de la figure de la métalepse en contexte vidéoludique, je le cite, « Sur le plan pragmatique,
Toute interaction du joueur, qu'elle intervienne sur l'histoire ou dans l'histoire, lorsque celui-ci incarne un personnage, ou toute boucle rétroactive, feedback, relève d'une forme de métalepse. Dès lors, cette forme fonctionnelle est tellement omniprésente qu'elle est pour le moins banalisée. Paradoxalement, c'est désormais son absence qui produit une transgression du domaine vidéoludique. Il suffira que le jeu retire momentanément le contrôle au joueur, l'empêchant de s'immiscer dans l'histoire ou de la voir s'actualiser, pour qu'apparaisse une rupture dans le contrat tacite de lecture. Sur le plan historique, bon nombre d'auteurs indiquent pour la littérature que des apparitions répétées dans une œuvre seraient une autre source d'affaiblissement, finissant par l'établir comme nouvelle convention en perdant toute énergie paradoxale. Rien ne s'use plus vite que le sentiment de transgression. Les métalepses devenus consubstantiels aux jeux vidéo comme à toute fiction interactive, en fait, en se banalisant, ne brouillent plus grand-chose. Les œuvres ne font plus que simuler leur brouillage, comme le note Alain. Elles se cantonnent bien souvent à actionner le plan ludique pour assurer des transactions les plus transparentes possibles entre le joueur et l'univers fictionnel, ce qui sape de fait l'effet métaleptique. Par ailleurs, l'interaction médiatique renforce le fait que l'immersion fictionnelle repose en effet sur un dédoublement des mondes. Le lecteur ou la lectrice, comme Marcel au jardin, est plongé dans la fiction et en même temps tourne les pages du livre et entend l'église de Combray sonner. Donc l'immersion fictionnelle, elle est toujours partielle. Ainsi, la démultiplication des figures métaleptiques et du discours sur le brouillage entre réel et fiction dans les œuvres elles-mêmes comme dans la critique doivent être, selon moi, perçues comme des indices. Celle d'une crise de la représentation narrative, dont l'enjeu dépasse, selon moi, largement le champ littéraire ou ludique pour rejoindre des enjeux idéologiques et politiques. Quel rôle joue la fiction dans notre représentation du monde? Quelle est véritablement sa valeur heuristique? Donc, au-delà de la démonstration de l'utilité des théories de la fiction, ce que j'ai senti dans ces imprécisions, c'est une difficulté de plus en plus prégnante face aux médias numériques, ou peut-être d'ailleurs favorisés par les médias numériques, à distinguer cette frontière. Ou, peut-être pour le dire autrement, une facilité à les confondre. Comme si justement, elles ne fondaient plus rien, ne se fondaient plus sur rien. Comme si la fiction, elle pouvait se passer de pacte, ouvrant la porte à toutes les oxymores, celles passées désormais dans le langage courant, fake news et autres contre-vérités. Si comme le note Schaeffer l'incapacité à saisir la limite entre réel et fiction est de l'ordre du pathologique, et là on peut penser à Bovary ou à Don Quichotte, les brouillages qui fondent le storytelling contemporain le sont tout autant pathologiques. Il s'agissait donc pour moi de mieux désigner les signes de la fictionnalité tels qu'ils mutent dans les fictions numériques en général, savoir les repérer. Pour moi, c'est un enjeu de taille dans un monde qui, justement, joue en permanence le jeu du brouillage. Ce qui se perçoit, d'ailleurs, entre autres, pour ne prendre que cet exemple, dans l'idéologie du storytelling qui se développe, vous le savez, depuis la fin des années 90. L'activité du lecteur d'application, vue comme une participation à la fiction, brouillant la frontière avec le réel, n'est alors que le pendant littérarisé de l'immersion des consommateurs, employés ou citoyens, dans un univers narratif dans lequel ils sont partie prenante. Je vais citer Christian Salmon comme le but du marketing narratif n'est plus simplement de convaincre le consommateur d'acheter un produit, mais de le plonger dans un univers narratif, de l'engager dans une histoire crédible. Il ne s'agit plus de séduire ou de convaincre, mais de produire un effet de croyance, non plus de simuler la demande, mais d'offrir un récit de vie qui propose des modèles de conduite intégrés, incluant certains actes d'achat à travers de véritables engrenages narratifs. Ce qui est alors vendu ici, c'est un rapport à la réalité qui simule le rapport du lecteur-spectateur à une fiction esthétique dans laquelle il serait émergé. Un rapport fondé non pas sur une suspension d'incrédulité, mais sur une croyance. Le storytelling impose une dissolution de la notion de fiction. Elle vide la figure de la métalepse. Il est dans la nature même du storytelling, cette machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits, de cacher ses objectifs. Contrairement à la fiction, qui doit toujours s'annoncer ou, à un moment ou à un autre, se dénoncer comme tel, le storytelling, qu'il soit politique ou marketing, n'est pas de la fiction. La feintise n'y est ni ludique, ni partagée. Comme le note l'avocat,
Dans la perspective du storytelling, les fictions esthétiques, littéraires ou filmiques se sont trouvées confrontées aux innombrables récits du monde, pour reprendre l'expression de Barthes. Elles y ont même été noyées, mises sur le même plan qu'un commérage, une conversation téléphonique ou un discours de campagne présidentielle. Leur statut, comparativement à celui qui était le leur dans les écrits des narratologues, notamment Hamburger, Cohn et Genette et bien d'autres, a semblé se dégrader considérablement. Et ce qui se joue ici, c'est la résurgence d'une appréhension à la fois négative et non spécialisée de la notion de fiction, qui la confond avec le mensonge et la manipulation. Si, comme le note Schaeffer, les univers fictifs, loin d'être des apparences illusoires ou des constructions mensongères, sont une des faces majeures de notre rapport au réel, ce dont témoignent les œuvres dans leur mise en scène du brouillage et les critiques dans leur difficulté parfois à le réduire, c'est justement un rapport trouble à la réalité médiatisée par le numérique, tout particulièrement. Un trouble qui est largement nourri en dehors des faits littéraires. Et donc, il me semble important de redonner à la fiction tout son sens du point de vue critique. Et d'autres œuvres que celles que j'ai choisi d'étudier aujourd'hui pourraient prendre en charge, en fait, cet impératif critique des œuvres à venir ou des œuvres qui sont issues non plus seulement des applications, mais proposées par les réseaux sociaux, à trouver peut-être parmi les œuvres profilaires dont on entendra parler sous peu. Donc voilà, mon objectif, c'était vraiment de redonner du sens à cette notion de fiction dans le contexte numérique.